Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, un véhicule qui se pilote tout seul grâce à l'intelligence artificielle. Sur les routes, sur les airs ou encore sur les mers, les véhicules autonomes suscitent tous les fantasmes sur la mobilité du futur. Définition à suivre dans nos gros mots de la tech. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus évidemment. Et Jeanne, aujourd'hui tu vas nous parler de ce qui se passe là tout de suite ce week-end, un événement qu'on attend chaque année, les Journées du patrimoine. Mais tout à fait, à vos agendas, je vais vous parler en effet des événements de ce week-end, des Journées européennes du patrimoine. On va voir ce que nous réserve ce grand rendez-vous culturel. Et on le voit avec toi dans un instant, en effet. Notre question du jour, comment repenser l'éducation à l'ère du numérique? Renouer le dialogue entre professeurs et élèves alors que la diffusion et le partage du savoir ont opéré un virage à 360 degrés. Les technologies de l'éducation, peuvent-elles apporter une réponse? Vaste question, mais pour en parler avec nous, deux invités hors pair. Audrey Jougla, vous êtes professeure de philosophie, essayiste, autrice de l'essai « De l'or dans la tête » aux éditions Double Ponctuation qui vient juste de sortir hier. Bonjour à vous. Bonjour. Et Patrick Bertrand, CEO de Holnest, le family office de Jean-Michel Aulas, président du comité gouvernance des entreprises au MEDEF. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et les véhicules autonomes sont un des grands défis et des gros mots, donc de la tech évidemment, des constructeurs aux plateformes. Chacun veut relever le défi de l'autonomie de niveau 5, ultime étape pour les véhicules qui pourront rouler, voler ou encore naviguer tout seuls comme des grands. Édouard Denuot se met dans le siège du conducteur, tiens, pour les gros mots de la tech. C'est sans doute le moyen de locomotion du futur. On parle bien sûr des véhicules autonomes, ces véhicules capables de se déplacer sur une route sans l'intervention d'un conducteur grâce à un système de pilotage automatique complexe. Il en existe de plusieurs types, des bateaux, des avions et donc des voitures. Tous les types de véhicules autonomes bénéficient de technologies de pointe qui reposent principalement sur l'intelligence artificielle. Ils sont équipés de radars, de capteurs et de lasers qui agissent comme des yeux afin d'analyser l'environnement qui les entoure. Toutes ces données remontent ensuite à une IA qui prend les décisions pour le véhicule. Distance, freinage, accélération et mouvement, la voiture s'adapte ainsi totalement à son environnement de conduite. Les premières expérimentations remontent aux années 70 au Japon. Et depuis, les grands constructeurs et même les plateformes se livrent une bataille féroce pour devenir leader de ce marché du futur. Pour les bateaux et les navires autonomes, le fonctionnement est le même. Les radars et les capteurs autour du bateau permettent au navire de se déplacer sans l'intervention d'un capitaine à la barre. Côté avion, certains sont désormais capables de décoller et d'atterrir de façon autonome. En avril 2021, un avion de la société X-Wing a réalisé le premier vol entièrement autonome de l'histoire. Les véhicules autonomes pourraient, à terme, révolutionner la manière de se déplacer à travers le monde. Et la mobilité du futur, évidemment, on continuera à en parler dans l'école du futur toute cette saison. Mais d'abord, comment refonder l'école? Vous avez 4 heures, donc 45 minutes en l'occurrence. On en parle tout de suite avec nos invités. C'est la première partie du talk. Et pour trancher, non, en tout cas, essayer d'avancer sur le sujet, Audrey Jougla, professeure de philosophie, essayiste, autrice de l'or dans la tête aux éditions Double Ponctuation, est avec nous. Rebonjour à vous, Audrey. On est toujours en compagnie aussi de Patrick Bertrand, CEO de Holnest, le family office de Jean-Michel Aulas, président du comité gouvernance des entreprises au MEDEF. Et justement, je voulais revenir sur cet ouvrage, Audrey, parce que ce que vous signez dans De l'or dans la tête, c'est notamment des pistes pour repenser cette éducation, mais aussi une description d'un système éducatif essoufflé, des élèves qui se sont construits avec le numérique, qui entretiennent des relations au savoir radicalement différentes de celles de leurs professeurs. On rit aussi beaucoup dans l'ouvrage, je me permets quand même de le souligner, parce que dit comme ça, on a l'impression d'avoir affaire à un constat vraiment complexe, mais il y a quand même des raisons d'espérer, non ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas céder au catastrophisme ou dire que tout allait mal et qu'il n'y avait rien à faire ou encore écrire un livre à charge contre une politique ou un ministre en particulier. Ce n'était pas du tout mon propos. C'était bien plus celui d'enquêter. Et enquêter pour comprendre d'où venait aujourd'hui le niveau des élèves dont on entend systématiquement qu'il s'effondre dans plusieurs matières, et ce que j'essaie d'analyser aussi, pourquoi, comment, et donc dresser finalement un constat, mais avec une enquête qui se voulait honnête, le plus honnête possible par rapport à ce qu'on vit en tant que professeur. Elle est d'autant plus honnête qu'elle s'inspire absolument de votre vécu de professeur, d'enseignante, en philosophie notamment. Aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes, je crois, enseignante en disponibilité, et ça forcément, on se dit qu'on marche un peu sur la tête. Le système même de la disponibilité fait que vous voulez enseigner, mais vous ne pouvez pas. Alors, je ne peux pas faire de remplacement, ça c'est ce que moi j'aurais aimé faire en attendant. Et pourquoi la disponibilité ? Oui, on est en tout cas des enseignants, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, à être en disponibilité parce que l'affectation qu'on nous a proposée au mouvement des mutations est intenable en fait par rapport à notre domicile et à nos obligations familiales. Et c'est vrai que là, il y a peut-être quelque chose à faire ou à penser, c'est-à-dire qu'en plus, quand on arrive dans le métier sur le tard ou pour les enseignants qui se reconvertissent, justement, enfin, plutôt les gens qui se reconvertissent en tant qu'enseignants, ils sont finalement considérés comme des étudiants ou comme finalement des néo-titulaires sans prendre finalement vraiment en compte le fait que, bah oui, quand on a 40 ans, on a des contraintes qui sont un peu plus lourdes qu'à 23 ou 25 ans. Donc, malheureusement, oui, je suis en disponibilité et j'ai hâte de reprendre, bien sûr. Cette envie d'enseigner, chez Audrey, on l'entend, Patrick, et on se dit, oui, d'abord, on aurait vachement conseillé notre prof de philo. Moi, je tiens à vous le dire, notamment après la lecture de l'ouvrage. Mais surtout, est-ce qu'il y a quelque chose de cassé dans ce système ? Alors, cassé, je ne sais pas, mais il y a des choses à réparer. Cassé, ça veut dire que c'est définitif. Non, il y a beaucoup de choses à réparer. Et ce que vous exprimez, c'est ce que vous avez évoqué à l'instant, c'est « je suis en disponibilité, mais je ne peux pas faire de remplacement ». Donc, on voit bien la nature un peu kafkaïenne du système. Et on le sait, pour en discuter avec énormément de professeurs, de gens sur le terrain, qu'une grande partie de leur attention est prise par le respect de consignes, le respect de procédures, de l'administratif, de l'hypercentralisation. Et quand on regarde, il y a une remarquable série chez un de vos confrères sur l'école en Europe, et quand on regarde les pays où en tout cas, les critères retenus montrent qu'ils réussissent plutôt bien en termes d'éducation. Il y a un aspect décentralisation qui est très fort. C'est-à-dire d'autonomie des gens du terrain. Alors, ça ne veut pas dire que vous faites ce que vous voulez, vous enseignez comme vous voulez, etc. Mais qu'il y a un découplage entre cette hyper-centralisation et le fait que le terrain ait une autonomie possible pour le faire. Et j'imagine que dans un environnement d'autonomie ou de décentralisation, eh bien, je pense qu'il y a des dirigeants d'école, etc., qui seraient ravis d'avoir une liste en entier. Il y a quelqu'un en disponibilité, je l'appelle, là j'ai un slot de disponible. Donc vous posez exactement ce sujet qui n'est pas que le sujet, qui n'est pas le sujet principal, mais le diable est dans les détails. Quand on est confronté à une situation délicate, il faut regarder un petit peu comment le système fonctionne. Ça veut dire quoi, qu'on est trop jacobin dans notre gestion de l'éducation ? Alors, sur l'aspect administratif et la gestion du corps enseignant, sûrement qu'en effet, il y a peut-être des choses à améliorer, à fluidifier, avec beaucoup de bon sens. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, c'est une question que je me suis souvent posée, pourquoi il n'y a pas de troc possible dans les postes de professeurs ? Alors, à chaque fois, on me regarde avec des gros yeux quand je dis ça, mais peut-être qu'on pourrait trouver. En effet, je suis sûre qu'il y a des enseignants qui ont des postes et d'autres seraient ravis de les avoir. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, si on trouve quelqu'un qui pourrait permuter avec nous, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de le faire ? Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à concevoir pour fluidifier tout ça. Il y a plein de solutions pratiques, justement, dans la tête. D'abord, on va revenir sur les points de blocage, si vous voulez bien, justement, qui font que peut-être aujourd'hui que l'éducation, l'école ont un petit peu plus de mal à avancer qu'avant. Vous décrivez très bien ce rapport à l'image, ce rapport au langage, à l'écrit ou à l'information qui a totalement changé. Est-ce que ça vient déjà de là, cette idée de se dire qu'on apprend différemment parce que les outils, les sources auxquelles on est confronté aujourd'hui sont radicalement différentes ?
Surtout, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai une toute petite expérience de professeur qui s'échelonne sur 5 ans. Et en 5 ans, les élèves que j'avais donc au début sont pas du tout les mêmes que ceux que j'ai voilà, actuellement. Et donc, finalement, en 5 ans, on voit qu'il y a une mutation, vraiment un changement de génération avec, on le sait, donc un temps d'écran qui a explosé au détriment de la lecture et un rapport finalement à l'image, au savoir et au langage qui est très compliqué à remettre en place pour les enseignants et pour les professeurs. Et donc, c'est notamment une des causes qui fait que le niveau de français et de maîtrise de la langue, qui est un facteur extrêmement discriminant dans la vie professionnelle future, ce niveau de français s'est effondré. Et nous, en tant qu'enseignants, on a l'impression bien souvent de tenir les murs d'une maison qui s'écroule. C'est-à-dire qu'on a très peu d'heures pour remettre en place tout ça. Et va avec ça des problèmes de logique, de construction du raisonnement, d'expression des idées, de nuances et donc d'esprit critique. Donc en fait, on tire le fil de quelque chose qui dessert finalement toutes les matières et aussi l'esprit critique des élèves qui est fondamental pour leur vie future. Et en philosophie, on est aussi aux premières loges de ça, bien évidemment. Ouais, est-ce que du coup, je veux dire, allégorie philosophique s'il en est, est-ce que si l'école doute d'elle-même, elle est donc quelque part, mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour remettre justement de la logique dans ces apprentissages? On le voit avec Audrey, Patrick, ça part vraiment de la façon dont le savoir, la façon même dont on apprend est structurée aujourd'hui, ou plutôt déstructurée, si on vous entend bien. Alors c'est vrai, mais est-ce qu'il ne manque pas un rappel aux objectifs basiques que l'on se donne? Et je pense que ce n'est pas assez réexprimé. Alors c'est revenu un petit peu avec le sujet des mathématiques, mais quels sont les objectifs que nous avons? Primaire, l'objectif c'est lire, écrire, compter, savoir s'exprimer. C'est uniquement ça. C'est ça, et puis ça, et puis ça. Primaire. Et on évalue, etc. Secondaire, on commence les humanités, on commence l'histoire, la géographie, la philosophie, etc. Quand on passe proche du bac et au-delà, à ce moment-là, on s'oriente sur des sujets qui doivent être en adéquation avec les besoins qu'on va avoir de toute nature. Et donc, ces objectifs-là, ils ne sont pas suffisamment rappelés. Donc, du coup, on attribue à l'évolution de notre jeunesse, d'ailleurs qui est plus rapide aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 100 ans, mais les jeunesses ont toujours évolué, les professeurs ont toujours constaté ces éléments-là. Et à partir de là, eh bien, adapter, mais adapter dans les objectifs que nous avons. Un exemple qui m'avait beaucoup frappé, professeur à Sciences Po, donc là on était déjà dans l'enseignement supérieur, et puis étant dans un schéma assez classique, en cours de géopolitique, très français, une des forces d'ailleurs de notre système, on apprend beaucoup de choses. Donc il fallait apprendre beaucoup de choses sur le pays ou la région qui était opérée. Et puis là, progressivement, avec toute l'information disponible, le professeur s'est trouvé confronté à ah non mais attendez, j'ai vu que la population de tel pays et telle région était plus importante, que l'économie était plus composée, etc. Donc forcément, le rôle du professeur dans je donne de l'information pour apprendre a diminué. Et donc, transformation du rôle du professeur sur l'analyse, en disant oui, vous avez raison, vous savez tout ça, etc. Maintenant, pourquoi telle zone est plus agricole? Pourquoi telle zone a une croissance économique ou une paix sociale plus affirmée que telle autre zone géographique? Donc on voit bien que il y a deux choses, rappeler les objectifs, s'y tenir, mais de façon extrêmement ferme, comme quand on définit une stratégie avec des étapes et des objectifs. Et deuxième élément, trouver le mode d'adaptation, mais qui réponde aux objectifs qu'on s'est définis. Ouais. Et le mode d'adaptation pour lire, écrire, compter, savoir s'exprimer, on va s'adapter, on va trouver les outils qui sont nécessaires, mais au bout du compte, tu dois savoir lire, écrire, compter et t'exprimer. Là, j'entends aussi, si vous me permettez, Patrick, les objectifs définis de façon très claire par un chef d'entreprise. On rationalise aussi les process, la façon dont on va pouvoir redonner du but, de l'objectif en fonction de chaque étape d'éducation par laquelle on passe, pour pouvoir, là aussi, les mesurer, avoir aussi ce retour très précis sur les progrès effectués par chaque élève. Il y avait aussi quelque chose de très intéressant dans votre réaction, c'est celle de se dire que oui, ok, les professeurs aujourd'hui sont challengés sur les informations qu'ils apportent, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'intéressant dans
dans la façon dont ces relations entre élèves et professeurs vont pouvoir se restaurer, se renouer, changer, évoluer. Est-ce que finalement les élèves peuvent aller chercher une première base d'informations tout seuls, en ligne, et les partager en cours, les rechallenger, et le professeur finalement a aujourd'hui cet aspect extrêmement important de je mets en perspective ces informations. On prend la matière brute telle qu'elle est et ensemble, on va pouvoir construire un nouveau niveau d'analyse. Patrick n'a pas l'air d'être très, très d'accord avec cette proposition. Mais Audrey. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Déjà, il y a le fait que, en effet, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des ressources sur Internet que ma génération, par exemple, n'a pas connues. Et c'est une chance énorme. Encore faut-il savoir s'en servir, les utiliser ou avoir la chance d'avoir reçu une éducation à ça. C'est-à-dire que bien souvent, les élèves sur Internet, ils vont toujours consulter les mêmes sites ou passer un temps phénoménal sur les réseaux sociaux. Et donc, bien souvent, ils n'ont pas l'éducation qui permet justement de savoir manier toutes ces ressources disponibles. Simplement le leur montrer, en fait. Leur dire, regardez, il y a les podcasts de telle et telle émission de radio qu'ils ne connaissent pas, etc. Et en effet, c'est forcément là aussi une reproduction sociale qui peut se mettre en place, c'est-à-dire que ce sont les élèves les plus favorisés culturellement ou par leur contexte familial qui vont avoir cette éducation-là. Donc il y a déjà une éducation aux médias qui est nécessaire, mais il y a aussi le fait que l'autorité des professeurs, elle est bien souvent remise en cause, justement parce qu'on a tout ce florilège de vidéos YouTube, on a l'impression que finalement ça se substitue à l'autorité de l'enseignant ou à son savoir-faire. Maintenant, on forme des contractuels en 4 jours, donc on a l'impression que finalement 5 ans d'études et 2 ans pour passer un concours, finalement en 4 jours c'est remplaçable. Et donc tout ça, finalement, ça meurtrit aussi le rapport à l'autorité et au savoir qu'on peut avoir. Vous savez, moi je pense toujours à cette citation de Jean Jaurès où il dit « il ne faut pas craindre de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur ». Et ça, je pense que c'est un rôle fondamental des enseignants, de parler justement, de ne pas sous-estimer les élèves, de ne pas s'abaisser à un niveau qu'on pense faible, mais de toujours les tirer vers quelque chose de beaucoup plus exigeant et de beaucoup plus riche. Et c'est toujours ça qu'il faut, je pense, garder en tête, ce mot-là, vraiment de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur, parce qu'ils sont tout à fait capables de l'entendre. Et c'est ça qui fait justement la valeur ajoutée, si je puis dire, des professeurs. Ce sérieux, cette simplicité, cette grandeur, ça vous parle, Patrick? Une très belle phrase, oui. Je crois que d'ailleurs ça rejoint la logique d'autorité, puisque c'est aussi un problème de fond de l'éducation d'aujourd'hui, la remise en cause de l'autorité. Et ce que vous évoquiez par rapport à l'accès au savoir, oui, on peut accéder au savoir, disons, à beaucoup d'informations. Parce que la différence entre l'information et le savoir, c'est justement décrypter l'information. Et donc, je pense que les professeurs ont un rôle aussi là-dessus qui pourrait être absolument formidable. J'ai un exemple très précis en tête de cours de biologie des enfants de 12-13 ans. On leur explique de faire un travail pour présenter quelque chose sur une maladie, en l'occurrence des maladies sexuellement transmissibles. Sans instruction, de la façon dont... horrible, gore, ce à quoi ont eu accès les enfants. Donc, dire, allez-y, allez chercher l'information, et c'est là où on voit bien le rôle du prof, en disant, attends, il faut que tu ailles chercher de l'information au sens de quelle est l'origine de cette maladie ou de ces maladies, essayer de comprendre, etc., mais pas aller à la recherche de choses qui sont extrêmement, pas choquantes sur le plan moral, mais choquantes sur le plan émotionnel. Donc il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement. À pouvoir justement assurer dans ce dialogue, dans cette nouvelle relation entre prof et élève. C'est le passage du rôle descendant au rôle interactif, mais dans un rôle interactif, il y a naturellement la légitimité d'une forme d'autorité que vous exprimiez remarquablement bien. Et justement, on va continuer à en parler dans un instant, comment justement renouer ce dialogue entre profs, entre élèves, réinventer, redonner des bases à cette école de demain. Audrey Jougla, Patrick Bertrand sont toujours avec nous, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'Edouard Degnaud. Down with 250K, we could better trade on that, nigga. Will I do you want for me? Hey, I hit a 2 to 3. Fucking wrong with me, you see, I'm not on fire, I need a grace. Heard it comes through body when...
Yerbis, open mask. Yerbis, close mask. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Audrey Jougla, professeure de philosophie, essayiste, autrice de l'essai De l'or dans la tête. C'est aux éditions Double Ponctuation. C'est sorti juste hier. On est toujours aussi en compagnie de Patrick Bertrand, CEO de Allnest, président du comité gouvernance des entreprises. Au MEDEF, messieurs, dames, on prend un instant avant de revenir à notre débat sur la refondation de l'école pour faire un tour du côté derrière la tech de Jeanne Dreyfus. Je ne vous en dis pas plus. Et Jeanne, avec toi, on va explorer quelque chose de très important. Ce week-end, ce sont les Journées européennes du patrimoine qui reviennent ces 16 et 17 septembre. Tout à fait. Samedi et dimanche ont lieu les Journées européennes du patrimoine, précédées dès aujourd'hui par l'édition scolaire Les Enfants du patrimoine. Cette initiative culturelle, elle est ambitieuse, elle est européenne. On compte pas moins de 70 000 événements sur tout le territoire européen. Le principe, on le connaît avec cette 39e édition, c'est de pénétrer les coulisses du patrimoine à travers des lieux qui sont habituellement peu accessibles, des édifices officiels comme Matignon, c'est un des best-of des Journées du patrimoine, jusqu'à d'autres lieux plus atypiques, notamment l'année dernière, on pouvait voir l'Orient Express en gare de l'île Flandre. Et je dis 16 et 17 septembre parce que j'ai très envie d'y être déjà, mais non, c'est bien samedi 17 et dimanche 18 septembre que ces Journées européennes du patrimoine ont lieu. Il y a des nouveautés cette année? Alors cette année, le thème est tout à fait tendance, c'est patrimoine durable. Alors c'est un thème parapluie auquel les participants peuvent se rattacher selon plusieurs problématiques. Certaines institutions l'ont pris au sens propre, c'est-à-dire comment faire durer le patrimoine. Le patrimoine, il n'est pas immuable, c'est une ressource fragile, limitée, non renouvelable. Les réponses donc apportées pour faire perdurer ces héritages conservent souvent la transmission de savoir-faire. Ça va être le but du village du chantier de Notre-Dame de Paris, qui pour la 2e année consécutive sera sur le parvis et permettra au public de venir visiter, rencontrer les artisans, les compagnons du devoir qui portent les différentes maîtrises qui sont à l'œuvre pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. La durabilité des savoir-faire, c'est une chose, mais on imagine aisément que cette année, cette édition fera aussi la part belle aux problématiques climatiques. Tout à fait. Le mantra « Comprendre le vivant pour mieux le protéger » est au cœur de 2 expositions qui sont donc gratuites, comme la plupart des musées lors de ces Journées du patrimoine. La première exposition, c'est « Penser la nature » qui a lieu au musée Buffon à Montbard en Côte d'Or. Elle se consacre à cet homme central pour l'histoire naturelle. J'entends le comte de Buffon qui, avec ses planches animalières, on peut voir la salle des oiseaux, a apporté à l'époque des Lumières la connaissance systématique du vivant. Ce projet-là de connaître systématiquement le vivant, il n'est pas mort, il n'est jamais mort. Des pans entiers de la nature restent encore, malheureusement, encore imparfaitement méconnus. C'est le but que poursuit cet événement au musée naturel d'histoire naturelle de Nantes. L'événement s'appelle Océan. On découvre donc notamment la variété des planctons qui peuvent mesurer de quelques millimètres à quelques 10 mètres pour certains siphonophores. Et ça, je vous le dis juste parce que c'est vous, il y a aussi un petit salon sonore où on peut partir à la découverte des sons de l'océan, notamment un des bests, c'est les coquilles Saint-Jacques qui éternuent. Et oui, on ne sait pas, mais les coquilles Saint-Jacques éternuent. Ça, on le retiendra. On le retiendra pour éliminer les toxines qui se glissent sous leurs coquilles. Je ne vous mets pas le son, même si je suis tentée, mais pour vous permettre et pour vous forcer d'aller donc à Nantes voir l'exposition Océan. Et si on ne sait pas que les coquilles Saint-Jacques éternuent, ça veut dire qu'on peut justement participer activement à ces Journées du patrimoine quand on est grand, mais aussi quand on est un petit peu plus petit. Tout à fait, la durabilité,
c'est aussi faire à travers des programmes donc, tels que les Enfants du patrimoine qui donc, ont lieu aujourd'hui ou Lever les yeux. C'est aussi faire découvrir aux jeunes générations la passion qu'on peut avoir de notre propre histoire. Et ça passe par des animations qui font rimer jeu avec enjeu patrimonial. Je citerai quelques-uns. Une mission coffre-fort en Alsace dans le fort de Giromagny. C'est une fortification exceptionnelle construite par le Vauban du 19e siècle. Il s'appelle Serré des Rivières, qui a été construite suite à la défaite franco-prussienne de 1871. Mais il n'y a pas que ça. Un jeu de piste à Dijon vous fait découvrir les rues et les animaux cachés dans son patrimoine. Un escape game Gutenberg à Saint-Omer doit faire réussir les participants à trouver et atteindre la salle dernière où se trouve la première édition imprimée en Occident. C'est la fameuse Bible de Gutenberg. Bref, les événements sont nombreux. Il y en a plus de 20 000 en France. Donc, je n'en citerai plus qu'un parce qu'il faudra quand même le mentionner pour faire durer la durée de vie de l'enfant qui est en vous. En parlant de durabilité, c'est le château de Vendeuvre en Normandie, un petit joyeux où il y a la plus grande collection de musées de mobilier miniature, pardonnez-moi, la plus grande donc des toutes petites collections où vous pourrez admirer un salon Louis XV en tout petit, voilà, avec que du mobilier qui est vraiment miniature, on ne s'en rend pas forcément compte, mais tout ça, ça mesure quelques centimètres. On pourra aussi s'émerveiller devant ce tour de Nacrier, qui est une tour donc à polir la marbre de 1820, un bijou de marqueterie de quelques centimètres seulement. Juste après avoir vu toutes ces petites merveilles miniatures, je vous inviterai à quitter la salle en n'oubliant pas de passer par le parcours des niches aristocratiques. Et oui, le King Charles de Louis XV s'appelait Filou, il couchait sur un coussin de velours cramoisi. Oui, le chat des filles de Louis XV dormait sur un canapé aux petits pieds cannelés qui trahissent déjà le goût du style Louis XVI qui arrive à grands pas. En plus d'être kid-friendly, ces journées du patrimoine sont définitivement pet-friendly. Et enfin, n'oubliez pas les journées du matrimoine, qui sont donc une sélection d'événements autour d'artistes femmes, souvent peu connus, oubliés par l'histoire et qui a lieu dans plusieurs endroits en France aussi ce week-end. Et ben voilà un agenda bien rempli pour ce week-end. Merci infiniment Jeanne pour ces idées justement de visite, de redécouverte du patrimoine ou du matrimoine, qu'on soit partout en France. On pourra justement aller explorer ces véritables trésors. Merci infiniment. Vous avez déjà des choses du coup de prévues pour le week-end ? Mais moi j'ai déjà fait l'exposition dont vous parliez à Nantes sur les océans et je la recommande vivement en effet. Écoutez. Deuxième année consécutive, j'imagine. Je ne savais pas qu'elle avait eu lieu l'année dernière. Non, justement, il y a quelques jours. Vous l'avez déjà fait cette année ? Super, d'accord. Absolument, mais on est dans l'actualité parfaite ici, dans l'école du futur. Actualité là aussi, comment est-ce qu'on refonde l'école ? On continue à s'interroger sur cette question. On va s'interroger aussi sur le fait de savoir si les EdTech peuvent faire partie de la solution, pour changer. Et pour s'interroger, Audrey Jougla, Patrick Bertrand sont toujours nos invités ici sur le plateau de l'École du Futur. On parlait en première partie notamment de cette émission des points de blocage qu'on pouvait identifier sur l'école, l'éducation telle qu'elle se pratique aujourd'hui. On va voir désormais si on peut aussi avoir des solutions. Et ces solutions, elles viennent peut-être, je dis bien Patrick, de la tech, les technologies de l'éducation qui ont le vent en poupe. On rappelle évidemment ces chiffres records, notamment pour 2021, 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 438 millions d'euros levés auprès des investisseurs. On va voir tout au long de cette année si la tendance de 2021 peut continuer à, justement, sur sa lancée en 2022. Ce sera plus simple de le dire comme ça. L'éducation, d'abord, Patrick, c'est quoi ? C'est un marché à part entière ? Oui, c'est un marché, mais puisque le thème c'est l'école du futur, attention à imaginer qu'à un problème, on a trouvé une solution. Donc c'est un moyen absolument formidable. On l'a déjà vu au moment du Covid, le fait de pouvoir interagir le plus possible en distanciel a permis quand même une certaine continuité du système scolaire, même si ça a été extrêmement compliqué et que ça a posé d'autres sujets, notamment de fracture numérique, à la fois de fracture numérique infrastructure et de fracture numérique parents et environnement pas capables d'accompagner. Mais au-delà de cela, cela va continuer
continuer et cela continuera à être un moyen absolument formidable pour les professeurs à partir du moment où on ne considère pas que c'est juste numériser ce qui était fait avant. C'est-à-dire, si on se contente de numériser ce qui était fait avant, ben, c'est pas de la high-tech. C'est en gros mettre en PDF des livres d'histoire ou de géographie ou des problèmes de maths, ça changera strictement rien. Il faut donc utiliser la technologie pour permettre justement de mieux enseigner et de mieux faire comprendre. Il y a moult exemples, mais si on prend un exemple de géographie, quand on aborde la tectonique des plaques, bon, si vous avez quelques problèmes de compréhension, notamment pour nos jeunes, certains jeunes issus d'immigration récente, bah, avec un film en 3D qui explique la tectonique des plaques, il n'y a pas de problème. Il passe son examen derrière, il dit explique-nous ce qu'est la tectonique tectonique des plaques, c'est pas facile à dire. Il pourra. Donc le vrai sujet, c'est ça, c'est comment on utilise la techno, pas simplement pour échanger avec l'élève ou lui transmettre des informations, mais pour s'en servir de support pédagogique. Et cela, ça suppose une formation. Des enseignants, des enseignantes. Des enseignants et des enseignantes. Et parfois même des élèves eux-mêmes. C'est pas parce qu'on est ultra connecté qu'on comprend la façon dont on peut utiliser aussi toutes les technologies. Bien sûr. Et enseigner, c'est-à-dire faire en sorte qu'on va s'adapter à une logique d'enseignement à distance. C'est-à-dire, c'est pas simplement que se mettre derrière une visio, un écran d'une visio, et puis projeter des slides qui ne sont qu'un support. On utilise le numérique pour transmettre l'information et le savoir. Et après, ce qui est formidable, c'est que d'une part, c'est mieux compris, et d'autre part, ça permet l'enrichissement du rôle du professeur, qui est un animateur, une confrontation des idées, une suscitation si je puis exprimer ainsi, du débat. Et donc, je pense qu'à tout point de vue, c'est gagnant. Mais imaginez que ça y est, c'est la solution. Évidemment non, et on peut pérorer beaucoup, d'ailleurs pas seulement pérorer, mais discuter sérieusement sur cette question, c'est de l'aspect gravissime du tout-tablette. Oui, et on ne va pas faire du technosolutionnisme ici, on va essayer de comprendre comment justement ces attaques peuvent être un apport justement, et même sur la façon dont on réinterprète le rôle de l'enseignant et de l'enseignante. Patrick en parlait il y a un instant, mais Audrey, d'abord quand je dis que l'éducation est un marché à part entière, c'est un gros mot ou pas ? Je pense qu'à partir du moment où on substitue en fait à l'école, qui est quand même voilà, le temple des savoirs, le lieu où on transmet le monde, pour reprendre Hannah Arendt, c'est ce qu'elle dit, c'est on remet le monde en place et on dit aux élèves, voici notre monde. C'est ça le rôle de l'école. Et qui revient comme citation dans notre livre plusieurs fois. Oui, parce que je trouve ça très beau et essentiel de dire que nous sommes mortels et que pour justement remédier à cette mortalité du monde, on la transmet, en fait, on transmet notre monde aux générations qui arrivent. Ça, c'est le but et c'est le rôle de l'école avant de penser que ça peut être un marché, etc. Après, pour rebondir sur ce qu'on disait sur les technologies, l'écueil ces dernières années, ça a été de percevoir les technologies et le numérique comme du divertissement. C'est-à-dire que c'est ce qui faisait en classe l'animation, le temps de rupture, la petite récré, avec finalement une part grandissante, et ça, je pense que ça fait l'unanimité auprès des collègues, de ce qu'on appelle l'edutainment, pour reprendre finalement le terme de divertissement. De l'éducation et du divertissement en même temps. Et on a justement un problème d'attention des élèves et de concentration des élèves qui est accru, et pour remédier à cela, on essaye justement de mettre du PowerPoint, de mettre du numérique à tout va, parce que en effet, ça capte l'attention. Mais c'est quelque chose qui est très fantasmagorique, parce qu'en fait, en effet, c'est facile, hein, toute la classe, elle est captivée par une vidéo, par un PowerPoint, etc. Mais on ne pense pas du tout de la même manière quand on suit le déroulé d'une pensée sur PowerPoint que quand on est dans un cours magistral oral et qu'il faut prendre des notes. Les processus de mémoire, les processus cognitifs ne sont pas du tout les mêmes. Et on est beaucoup plus attentif et impliqué quand on doit soi-même faire un effort de synthèse, par exemple, de l'information, que quand on est dans une passivité face à l'écran et face à une linéarité de la pensée, ce qui est le cas avec justement tout ce qu'on peut dérouler sur PowerPoint qui est extrêmement simplifié. Et ça,
c'est quelque chose qu'on perd. Donc, faut justement faire cette part des choses et être capable de dire qu'il ne faut pas substituer sous couvert de divertissement ou d'attractivité, en fait, ce que vous disiez. Donc, il y a cette part absolument fondamentale de la façon dont le numérique va pouvoir porter à nouveau les apprentissages, pouvoir porter les savoirs, utiliser les technologies qui sont mises à notre disposition à bon escient et pas juste copier-coller des technologies venant d'autres secteurs sur l'éducation qui demandent vraiment non pas du prêt-à-porter mais du sur-mesure en matière d'adaptation technologique. On peut dire aussi que les EdTech, quelque part, elles peuvent apporter des solutions. Là aussi, je pose ça sur la table, notamment à la pénurie des professeurs. On le sait déjà cette année pour cette rentrée, pour le 1er septembre dernier, 4000 postes n'étaient pas pourvus. On a fait appel à des contractuels. On parlait tout à l'heure de la problématique aussi des enseignants et enseignantes en disponibilité, puisque vous le vivez au quotidien, Audrey. Cette pénurie de professeurs, est-ce qu'à un moment donné, les EdTech peuvent réussir à apporter une solution sans pour autant creuser les inégalités scolaires? Double équation. Alors moi, je hurle un petit peu quand on me parle justement de remplacement d'un cours vivant, vécu, vivifiant, voilà, avec un professeur justement qui va interagir de manière libre avec une classe et quelqu'un qui est en écran. Je pense que voilà, c'est comme une réunion versus une visio. On sait tous que ça n'a pas du tout la même valeur et les interactions ne sont pas les mêmes, la spontanéité n'est pas la même, les perceptions des gestes ne sont pas les mêmes. Et tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement important en classe. C'est-à-dire que la posture du corps, la manière de poser sa voix, de circuler dans la classe, d'occuper l'espace, tout ça compte. Ça fait partie du théâtre qu'est la classe. Et ça, je pense que c'est justement important de le préserver. Malheureusement, voilà, on a tendance peut-être, avec le confinement, à penser qu'on peut substituer la présence humaine avec quelque chose qui serait par écran interposé. Moi, je pense qu'on se coupe de beaucoup de choses. Complémentarité, pas substitution, si je vous entends bien. Et bien sûr, vous avez complètement raison. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les articles qu'on a pu lire sur le fait que les enfants des dirigeants des grandes sociétés du numérique américaines vont dans des écoles où on utilise un minimum le numérique. Donc, et vous savez qui est le champion en la matière? Elon Musk, qui ne met aucun de ses enfants devant des écrans à 6 ans. Exactement, oui, il l'a dit. Et effectivement, ça a été indiqué récemment. Mais effectivement, c'est le moyen. Et le moyen, il doit pouvoir se vivre dans une classe, mais capter l'attention sur un sujet pour qu'ils apprennent. Et derrière, faire ce travail que j'évoquais tout à l'heure, qui est de dire qu'est-ce que vous en pensez, faire auto-réagir. Vous évoquiez tout à l'heure l'escape game Gutenberg. Bon, quoi de mieux pour reparler de l'imprimerie, du développement, de tout ce que cela a permis en termes de littérature, de progression de la pensée, etc. C'est absolument formidable. Dans l'éducation, donc il y a la notion d'EdTech. Moi, j'aime bien rappeler qu'il y a l'éducation par le numérique, donc le moyen. Il y a l'éducation au et il y a l'éducation pour. L'éducation au, c'est aussi d'une certaine façon le rôle de l'école, en partie des parents, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, comment naviguer, comment te protéger. Donc là, on est un peu sur la partie instruction civique, finalement, la vie en communauté, comment te protéger, comment sortir sur le net, comment échanger avec d'autres, et etc. Toujours aussi faire prendre conscience qu'on est utilisateur et utilisatrice du numérique, mais aussi citoyen et citoyenne. On le rappelle très souvent ici dans cette émission, mais c'est important, notamment pour garder cet esprit critique. Absolument. Donc l'éducation au, et puis après il y a un troisième niveau, et vous parliez du marché d'une façon générale des EdTech, mais l'éducation pour le numérique. Et là, évidemment, horrible, je reçois de temps en temps des mails dans comment vous pouvez assimiler l'éducation à un marché qui devrait rencontrer, enfin un produit qui devrait rencontrer son marché. Eh bien si, il y aura des centaines de milliers de jobs dans le numérique, et je vais y venir très rapidement pour que ce ne soit pas perçu uniquement sur la partie technologique. Et force est de constater que les initiatives qui ont été prises au cours des 5 ou 6 dernières années, ce sont des initiatives privées. Les bras nous en tombent tous. Le plus gros budget, je le rappelais récemment, de l'État, c'est le budget d'éducation nationale. Et il y a l'émergence de besoins
dans des métiers qui sont absolument passionnants. Et c'est des initiatives privées qui sont aujourd'hui les plus connues. C'est quand même un petit peu énervant et on se demande là aussi, est-ce qu'il y a de la prospective. Et un rappel aussi, puisque vous êtes dans l'école du futur, et je suis très sensible à ça, j'ai eu l'occasion de faire une ou deux interventions autour de l'inclusion des femmes dans le numérique. Absolument. Attention, le numérique, c'est pas la ligne de code le soir jusqu'à 23h ou 24h avec tout ce qu'il faut autour pour avoir l'esprit qui bouillonne. Dans les métiers du numérique, ils sont extrêmement larges. Il y a du marketing, il y a de l'art, il y a de la rédaction, il faut savoir très bien rédiger un site e-commerce par exemple, donc il y a énormément de métiers sur lesquels on pourrait préparer. Et là on revient sur la notion de marché. Bien sûr. Je reste confondu. Et si vous trouvez l'information, d'ailleurs je suis ravi, même ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle dans les entreprises une gestion prévisionnelle de l'emploi et de la croissance, c'est à prévoir les emplois dont on aura besoin à 5 ou 10 ans. Est-ce qu'il en existe au niveau de l'éducation nationale? Quels seront les emplois dont on aura besoin et donc les compétences au sein de l'éducation nationale ou des emplois du futur? Et quand même d'introduire un peu de gestion consistant à dire telle filière, il faut la développer, telle autre filière, il ne faut pas l'arrêter. Il ne s'agit pas de ne plus avoir de paléontologues, d'historiens, etc. Telle autre filière, on va la réduire, on va la mettre que dans certaines villes, etc. Est-ce que cela existe? Ma crainte est que cela n'existe pas. Parce que... soi-disant, il faudrait que tout le monde ait accès à ce dont il a envie. Oui, peut-être, mais il y a quand même des gens qui disent il y aura tant d'élèves en psychologie, il y aura tant d'élèves en mathématiques et tant d'élèves dans l'enseignement supérieur. Donc, en fonction de quoi ils le disent? Donc, si je reviens sur la métaphore du marché, ça veut dire que l'éducation, pour vous, Patrick, en l'occurrence, c'est pas forcément un marché de l'offre et de la demande, c'est un marché qui demande à être piloté, qui demande à être planifié. On sait aujourd'hui, et là aussi c'est une de nos statistiques préférées dans l'école du futur, que 80% des métiers de 2030 ne sont pas encore créés à ce jour. Comment est-ce qu'on garde cette agilité aussi pour pouvoir proposer ces formations fléchées justement vers l'acquisition des savoirs qui permettront d'être agiles jusqu'au dernier moment, Audrey? Aujourd'hui, on a surtout un problème d'orientation des élèves, c'est-à-dire que on voit bien que finalement il y a une massification scolaire donc dans l'histoire de l'école qui a finalement orienté de plus en plus tous les élèves vers des filières générales. Et donc, on a porté au nu cette filière générale au détriment des filières professionnelles ou même de l'artisanat et de tout un tas d'autres métiers dont les pénuries aujourd'hui se font sentir et ça va s'accroître dans beaucoup de secteurs. Pourquoi? Parce que c'est des métiers qui n'attirent plus et aussi parce que les familles craignent en fait que ce soit moins bien pour leurs enfants. Donc finalement, on a un embouteillage d'élèves dans les filières générales. Ensuite, 60% d'entre eux vont en fac. Et donc, on a finalement une répartition qui n'est pas optimale pour les élèves. C'est-à-dire que, sans parler juste d'employabilité, parfois, ils vont en fac uniquement parce que ça leur permet d'attendre pour savoir ce qu'ils vont vraiment faire après, etc. C'est-à-dire que la fac se veut un prolongement de la filière générale du lycée qui était déjà finalement très encombrée. Et donc, aujourd'hui, il faudrait déjà revaloriser les formations professionnelles, l'artisanat, et faire comprendre que non, la filière générale, c'est pas forcément la panacée, et c'est pas forcément pour tout le monde, et que dans une société, on a besoin de tous, en fait, dans tout un tas de métiers qui, aujourd'hui, n'attirent plus du tout les élèves. Et on sent bien, que ce soit des métiers d'extérieur, des métiers manuels, etc., qu'il y a des pénuries à ce niveau-là. Donc, il y a aussi un travail à faire là-dessus, à dire que, attendez, on va pas peut-être mettre tout le monde dans le général, c'est peut-être pas une bonne idée. Reglamouriser les métiers, notamment de l'artisanat et les filières d'apprentissage, entre autres. Patrick, dernière question avec vous deux, d'ailleurs, sur ce plateau. Vous êtes très habitués, parce que c'est votre métier de départ, à opérer des transformations numériques dans les entreprises, notamment de France, des grands groupes, des PME et pas que. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'il faudrait une transformation numérique de l'éducation nationale? Et comme toute organisation, quelle qu'elle soit, pas uniquement l'éducation nationale, mais oui, à tout point de vue. Alors, il y a l'aspect gestion dont on parlait tout à l'heure, mais il y a surtout, et c'est ça qui est fondamental, c'est ce qu'on évoquait, c'est comment utiliser le numérique pour en faire des outils pédagogiques qui soient plus performants
que la simple relation descendante, orale, d'un professeur avec ses élèves, mais pas comme un substitut, c'est-à-dire noir ou blanc. En France, on adore être manichéen, et d'ailleurs, ceux qui sont contre les évolutions vous expliquent, ah non, vous imaginez un monde qui serait tout numérisé, etc. Donc le sujet est là. Il y a un autre point qui est important par rapport à ce que vous évoquiez, reglamoriser, etc. Le sujet de fond, reglamoriser à l'évidence. Deuxième élément, faire en sorte que les élèves soient heureux. Et pour être heureux, il faut avoir pris conscience de ses qualités. Et ma conviction, c'est que justement l'émergence d'outils pédagogiques utilisant le numérique va permettre à un certain nombre d'élèves de faire émerger leurs qualités qu'on appelle les soft skills aujourd'hui. Et vous savez qu'on recrute de plus en plus dans les entreprises en prenant en compte les hard skills, qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Mais aussi, qui es-tu? Et là, j'ai un vrai espoir, parce que je pense qu'on va pouvoir beaucoup mieux travailler sur cet aspect des choses et faire émerger finalement des compétences qui, dans un schéma pur hard skills, filière générale, n'étaient pas heureux. Et c'est toujours intéressant, moi, j'ai jamais été contesté par les professeurs quand j'explique ça, quand je regarde, quelques années derrière moi, mais quand je regarde très, très en arrière, système français, les 2 premiers ou 3 premières d'ailleurs de classe, ils ont fait les grandes écoles. Ensuite, c'était des classes de 25-30. Il y a les 15, là, une espèce de ventre mou, même les 20. Et puis, il y a les 4 ou 5 là, qui ont vraiment beaucoup de mal. Quels sont ceux qui ont le mieux réussi? Ceux qui étaient dans le ventre mou. C'est des gens qui avaient des qualités personnelles, mais qui ne s'exprimaient pas correctement dans un environnement hard skills. C'est-à-dire, je dois apprendre et je dois, entre guillemets, réciter ce que j'ai appris. C'est ça, pour moi, que va apporter le numérique correctement et utilisé de façon équilibrée. C'est une chance absolument incroyable, mais il y a du boulot. Et en rappelant ce que j'évoquais tout à l'heure, on ne transige pas, on ne négocie pas avec les principes de base et les objectifs de la stratégie d'une éducation sur les différentes strates d'âge. Allez, le plan de transformation numérique de Patrick Bertrand pour l'école, vous l'avez entendu, on évidemment met en avant les soft skills, notamment, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, justement Audrey, notamment dans cet ouvrage qui est vraiment à mettre entre toutes les mains de Laure dans la tête aux éditions Double Ponctuation, l'école doute, donc elle est. Merci infiniment d'avoir fait un tour sur le plateau de l'école du futur. Audrey Jougla, Patrick Bertrand, merci comme toujours à Jeanne Dreyfus. On se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode de l'école du futur.